La dernière fois, on avait commencé à s'interroger sur la pertinence de la distinction entre langage et langue. Et il me semble que c'était vous, Johan. La distinction qu'on peut faire, c'est que le langage est une faculté universelle. Et la langue, Ibrahim, la langue est... Vous parlez trop. La langue est sa particularisation culturelle. Autrement dit, si le langage est une faculté universelle qui se retrouve à minima dans toute l'espèce humaine, chaque être humain parle la langue, non seulement de sa culture, on va dire, mais de son époque. La question qui se pose à partir du moment où on a fait cette distinction, c'est à quoi sert cette distinction? À quoi sert-elle? Et elle sert à s'interroger sur le caractère universel du langage. Sur le caractère universel du langage. Est-ce que le langage est véritablement une faculté dont la portée est universelle? Alors, je voudrais vous lire un texte d'un philosophe contemporain de Descartes qui s'appelle Malebranche, Malebranche, il faut prendre des notes là, M-A-L, Malebranche, Malebranche, Malebranche. Et Malebranche, dans un texte qui s'appelle La recherche de la vérité, qui date de 1674, La recherche de la vérité, va écrire la chose suivante. Je vois par exemple que 2 fois 2 font 4 et qu'il faut préférer son ami à son chien, et je suis certain qu'il n'y a point d'homme au monde qui ne le puisse voir aussi bien que moi. Or, je ne vois point ces vérités dans l'esprit des autres comme les autres ne les voient dans le mien. Il est donc nécessaire qu'il y ait une raison universelle qui m'éclaire et tout ce qu'il y a d'intelligence. Car si la raison que je consulte n'était pas la même qui répond aux Chinois, il est évident que je ne pourrais pas être aussi assuré que je le suis, que les Chinois voient les mêmes vérités que je vois. Ainsi, la raison que nous consultons quand nous rentrons dans nous-mêmes est une raison universelle. Que dit Malebranche ici? Malebranche dit, peu importe la langue dans laquelle nous parlons, que ce soit le français ou le chinois, la langue traduit dans des codes différents une pensée qui est identique. Et donc ce que dit Malebranche, c'est que la langue est un code. La langue n'est qu'un code qui traduit fidèlement, mais de manière différente en fonction des cultures, des idées qui sont identiques, des pensées qui sont identiques. Autrement dit, si un Chinois parle chinois et un Français parle français, Chinois et Français pensent la même chose lorsqu'ils disent que 2 plus 2 égale 4 dans leur langue respective. Ils pensent la même chose lorsqu'ils disent qu'il faut préférer son ami à son chien. Donc, la langue ne fait qu'exprimer, c'est-à-dire ici, ne fait que traduire la pensée. C'est une vieille idée. Une vieille idée. Cette idée que la langue ne fait que traduire la pensée, c'est une très vieille idée. C'est une idée
Une vieille idée. Idée. Une vieille idée. C'est une idée qui remonte à Aristote. Et en particulier à sa théorie de la vérité qui consiste à dire, et ça je crois qu'on l'avait vu en HLP l'année dernière, que la vérité c'est le parallèle, plutôt la correspondance entre la pensée, le langage et le réel. Non, ça veut dire que c'est la même chose. Enfin, plutôt, ça veut dire qu'il y a une correspondance entre les trois, et c'est ça qui fait la vérité. Donc, pour Aristote, j'arrive tout de suite, pour Aristote, la vérité, c'est la correspondance entre la pensée, le langage et le réel. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je prends votre question tout de suite, Amandine. Cela veut dire que pour Aristote, fondamentalement, le réel et le langage ont la même structure. Le langage est structuré de la même manière que le réel est structuré. Oui. C'est ça. C'est ça. Alors peut-être que ce qu'on n'avait pas fait, c'est le carré ontologique. Je ne sais pas si on avait fait ça. On va faire ça maintenant. Alors, comment est structurée une phrase déclarative, c'est-à-dire une proposition, pour Aristote? Quelle est la structure grammaticale, plutôt syntaxique fondamentale de la phrase déclarative pour Aristote, et ça dans toutes les langues? Sujet, copule, c'est-à-dire verbe, prédicat. Sujet, verbe, prédicat. La structure grammaticale de base, la structure syntaxique de base pour Aristote, c'est sujet, verbe, prédicat. On va prendre cette phrase. Les Grecs sont des êtres humains. Les Grecs, c'est quoi? Le sujet. Sont, c'est ce qu'on appelle la copule, le verbe. Des êtres humains, le prédicat. Ok? C'est un attribut du sujet. Un attribut du sujet, mais un attribut du sujet ou un complément d'objet direct pour Aristote, c'est ce qu'on appelle un prédicat. Et ce que va dire Aristote, ça c'est au niveau de la phrase. Et au niveau de la réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est ça qu'il faut comprendre. Au niveau de la réalité, qu'est-ce qui existe vraiment? Qu'est-ce qui existe réellement? Aristote dit que ce qui existe réellement, ce sont les individus. Les individus, les choses, les êtres humains, les animaux, tout ce qui a une existence indépendante, c'est ce qui est. C'est ce qui est vraiment. Aristote va appeler ça une substance. Voilà. La table est une substance, la chaise est une substance, la salle de cours est une substance, je suis une substance. On est des choses qui existent. On est des choses qui existent. Mais comment est-ce que ces substances existent? Elles sont douées de propriétés. Et Aristote appelle ces propriétés des accidents.
Ces accidents sont inscrits dans la substance et font l'identité de la substance. Elles font de la substance ce qu'elle est. On va prendre moi comme exemple. Je suis une substance, okay, du monde, et je suis constitué par la totalité des accidents qui font ce que je suis. Je suis une collection d'accidents. Je suis une somme d'accidents. Et ces accidents font... Accident, ça veut dire ce qui est dedans, en grec. Ces accidents vont définir mon identité. Je suis un homme, j'ai une certaine taille, j'ai un certain âge, je suis professeur de philo, j'ai un certain nombre de relations familiales, amicales, etc. etc. Il m'est arrivé un certain nombre de choses dans ma vie. Tout ça, ce sont ce qu'Aristote va appeler des accidents. Aujourd'hui, nous, on dirait des propriétés. Okay, ce qui fait mon identité, c'est un certain nombre de propriétés, dont la liste complète est impossible à tenir, si vous voulez. Mais ce que veut dire Aristote, c'est que mon âge va dépendre de moi. Ma taille, elle ne se promène pas toute seule dans la rue, si vous voulez. Ma taille va dépendre de moi pour exister. Mon âge va dépendre de moi pour exister. Mon métier, c'est le mien. Bah, quand je dis le métier de Monsieur Dumont, le métier de Monsieur Dumont, il a besoin de Monsieur Dumont pour exister. Okay, etc., etc., etc. Ouais. Non, non, il ne parle pas d'un accident de la route. Okay, l'accident, c'est ce qui est dans. Okay, c'est ce qui est une propriété de quelque chose. Oui, tout à fait. Et le sens grec, c'est-à-dire le sens vraiment étymologique et premier de l'accident, l'accident, c'est ce qui fait partie de quelque chose. Okay, et Aristote va dire la chose suivante, la structure prédicat-sujet est la même que la structure accident-substance. Quand je dis que les Grecs sont des êtres humains, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la propriété d'être humain la propriété d'être humain est chez les Grecs. Okay, c'est-à-dire que les Grecs sont dotés de cette propriété d'être des êtres humains. Quand je dis que le ciel est bleu, pour Aristote, ça veut dire que la couleur bleue est dans le ciel. C'est une propriété du ciel. Est-ce que ça va pour tout le monde ou est-ce que vous avez du mal? Nathan, ça va? Ça va. Ça veut dire au fond que peu importe le vocabulaire, peu importe la langue, toutes les langues partagent la même structure. Et on accède, quelle que soit la langue, à la même vérité lorsque la langue respecte la structure de la réalité. Ça va? Oui. À partir du moment où la langue va respecter la structure sujet et prédicat, qui est aussi celle de la réalité, on a accès aux mêmes vérités, à la même connaissance de la vérité. Même si on ne parle pas la même langue, puisque toutes les langues vont partager, pour Aristote, la même structure. Typiquement, dit Aristote, dans toutes les langues, il y a quelque chose qui ressemble à des noms, qui vont servir de sujet, et il y a quelque chose qui va ressembler à des adjectifs, de couleur, de valeur, etc. etc. Bah ça, c'est sujet, prédicat. Alors, si on croise le niveau du langage et le niveau du réel, ça peut donner un tableau qu'on va appeler le carré ontologique. Qu'est-ce que c'est que l'ontologie, Jonathan, en
arrête, on laisse sa copine tranquille. Qu'est-ce que c'est que l'ontologie? L'ontologie, c'est l'articulation entre l'ontos, c'est-à-dire ce qui existe, ce qui est, et le logos, c'est-à-dire ce qui est pensé ou ce qui est dit. Ontologie, c'est la relation entre le réel et le langage. Ça veut dire ça. Et c'est tout. Ontologie. On va faire un tableau. Alors, si on croise les deux questions, à savoir, est-ce que c'est le prédicat d'un sujet? Est-ce que c'est le complément d'un sujet? Et est-ce que c'est l'accident d'une substance? Ce qui est censé revenir au même, pour Aristote. On se retrouve avec deux réponses possibles, soit oui, soit non. Et on va se retrouver avec différents types de réalités possibles dans chacune de ces cases. Qu'est-ce qui n'est pas le prédicat d'un sujet et qu'est-ce qui n'est pas l'accident d'une substance? C'est ce qu'Aristote va appeler précisément les substances individuelles. Un exemple, Socrate. Socrate n'est pas un accident, c'est une substance. Et ce n'est pas un prédicat, c'est un sujet. Qu'est-ce qui est à la fois le prédicat d'un sujet et l'accident d'une substance? C'est ce que Aristote appelle les accidents universels. Par exemple, la justice en soi. Oui. On s'en fout. On s'en fout. Vraiment, vraiment. Si c'est pour me dire ça, c'est pas la peine de prendre la parole. Qu'est-ce qui n'est pas le prédicat d'un sujet, mais qui peut être l'accident d'une substance? Pardon? C'est un carré, ça. Okay. Il est là, le carré. Donc, qu'est-ce qui va là? C'est ce qu'Aristote appelle les genres universels. Attendez, non, pardon. Excusez-moi. C'est les accidents singuliers. Typiquement, la justice de Socrate.
est particulière qu'à Socrate. Et qu'est-ce qui va là? C'est ce que Aristote appelle les genres universels, l'être humain. Vous allez avoir deux écoles en philosophie. Vous allez avoir deux écoles. Ceux qui vont dire que c'est les accidents universels qui existent le plus. Et on va les appeler les idéalistes. Et il y a ceux qui vont dire ce qui existe le plus, ce qui existe vraiment dans la réalité, ce qui est réel, ce sont les substances individuelles. Et on va les appeler les réalistes. Les réalistes sont ceux qui vont dire que ce sont les choses qui existent, ce sont les choses qui existent, les individus, et ceux qui vont penser que ce sont les idées qui existent, on va les appeler logiquement les idéalistes. Typiquement, Platon est le premier des idéalistes. Aristote, dans l'histoire de la philosophie, on considère que c'est le premier des réalistes. Et idéalistes et réalistes vont s'opposer pendant très longtemps. Il va y avoir, donc ça, si vous voulez, c'est l'histoire de la philo pendant 1400 ans. Ce tableau, c'est l'histoire de la philosophie pendant 1400 ans. C'est-à-dire que vous allez avoir une dispute en permanence entre les idéalistes et les réalistes. Les autres, c'est soit des... Enfin, vraiment, il n'y a pas d'autres. C'est-à-dire que c'est soit l'un, soit l'autre. Vous allez avoir les platoniciens et les néo-platoniciens, et vous allez avoir les aristotéliciens. Et en fait, la philo jusqu'au Moyen-Âge, ça va être ceux qui vont... on va essayer de mélanger la chèvre et le chou, c'est-à-dire... Enfin, de mélanger Aristote et Platon. Ça ne va pas tellement bien marcher. Et donc, il va falloir choisir son camp entre Aristote et Platon. Alors, est-ce que ça va? Le tableau a été noté. Est-ce que la caméra a capté ça? Ouais, grosso modo. Je peux effacer? Est-ce que je peux effacer? Oui, allez-y. Ok. Au Moyen Âge, dans les années 1300 à peu près, il va y avoir une querelle d'interprétation. Une querelle d'interprétation qui va porter sur l'interprétation de ce tableau. Okay. Cette querelle, on va l'appeler la querelle des universaux. Je vais prendre un exemple concret. Enfin, même deux exemples concrets pour que vous compreniez. Prenons, c'est un exemple que un auteur qui s'appelle Guillaume d'Occam, qui a inventé ce qu'on appelle en science le rasoir d'Occam, à savoir le principe selon lequel, en science, l'explication la plus simple est la meilleure.
Guillaume d'Occam va prendre dans ses écrits un exemple célèbre. Prenons deux murs, okay. L'un qui sera à la Sorbonne, l'autre qui sera au Vatican. Ces deux murs sont tous les deux blancs. Et la question que Guillaume d'Occam va se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on dit ça? Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Pourquoi on dit que ces deux murs qui ont en commun la couleur sont tous les deux blancs? Les idéalistes vont dire c'est parce que l'idée de blancheur existe qu'on va dire que ces deux murs sont blancs. C'est parce que l'idée de blancheur existe, disent les idéalistes. Ouais, ouais. C'est parce que la blancheur existe en soi qu'il existe quelque chose comme l'idée de blancheur en soi. On va pouvoir dire que ces deux murs sont blancs. Prenons un autre exemple. Deux actions qu'on va dire justes. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que ces deux actions sont justes? Bien, les idéalistes vont dire parce qu'il existe quelque chose comme la justice. Et parce qu'on sait ce que c'est que la justice, on va pouvoir dire cette action-là est juste et cette action-là est juste. S'il n'y avait pas de justice, il ne pourrait pas y avoir d'action juste. C'est comme ça que pensent les idéalistes. Est-ce que vous comprenez? Les idéalistes pensent que les idées existent avant les faits, avant les choses, avant les actions. Et ils vont dire, bah, on ne pourrait pas parler d'action juste s'il n'existait pas quelque chose comme l'idée de justice. On ne pourrait pas parler de mur blanc s'il n'existait pas quelque chose comme l'idée de blancheur, etc., etc., etc. Et vous allez avoir les anciens réalistes, les vieux réalistes aristotéliciens qui vont dire, mais non, on a deux murs. Ces murs, on va dire qu'ils ont à peu près la même couleur, à peu près le même aspect. Et comme ils ont à peu près le même aspect, on va dire qu'ils sont blancs tous les deux. Mais ça ne veut pas dire qu'il existe quelque chose comme la blancheur en soi. Qu'est-ce que c'est la blancheur en soi, hein? Ça, est-ce que c'est blanc? Ça, est-ce que c'est blanc? Ça, est-ce que c'est blanc? Mais c'est jamais le même blanc. La blancheur en soi n'existe pas. Ce qui existe, c'est des choses qui ont un aspect à peu près similaire. Et ce qu'on va appeler la blancheur, c'est simplement une manière de parler. C'est simplement un nom. Et ce que vont dire les réalistes, c'est pour ça qu'ils vont s'appeler à partir de ce moment-là les nominalistes. Les réalistes deviennent nominalistes. Et c'est bien tout le problème. Ce que vont dire les réalistes à partir de ce moment-là, c'est que ce qu'on appelle justice, ça n'existe pas vraiment. Ce qu'on appelle blancheur, ça n'existe pas vraiment. Ce qu'on appelle tous les termes abstraits, tous les universaux, n'existent pas vraiment, ce ne sont que des manières de parler. Ce n'est que du langage. Ça n'a rien de réel. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est assez simple à comprendre. Quand on se demande ce que c'est quand on se demande ce que c'est qu'une couleur en soi, par exemple, le bleu en soi, ça n'existe pas. On est d'accord? Ce n'est qu'une manière de parler. On va dire ça c'est bleu, ça c'est bleu, ça c'est bleu, mais c'est par commodité, si vous voulez. Ça n'a pas d'existence en soi. Ça n'a pas d'existence absolue. Ce n'est qu'une manière, une facilité de parler, une facilité de langage.
Alors, à partir de ce moment-là, les réalistes deviennent ce qu'on va appeler des nominalistes. Ils vont dire, au fond, les universaux n'ont pas d'existence réelle, ce ne sont que des manières de parler. Les idées abstraites ne sont pas réelles, ce sont des catégories du langage et de la pensée. Quel est le nominaliste le plus célèbre de l'époque moderne? C'est un type qu'on connaît bien, il s'appelle Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, c'est, on pourrait dire, le patron des nominalistes à l'époque moderne. Et vous allez comprendre que Hobbes va s'opposer, mais quasiment de manière symétrique, à ce que dit Aristote. Aristote disait la chose suivante. Une proposition est vraie lorsque l'accident fait partie de la substance et qu'on attribue correctement, du coup, un prédicat à un sujet. Quand on dit que les Grecs sont des êtres humains, ce qu'on veut dire, c'est que la propriété d'être humain est inscrite dans la catégorie des Grecs. Exactement. Inscrite réellement. Et ça, c'est la vérité pour Aristote. Pour Hobbes, c'est tout simplement le contraire. Pour Hobbes, c'est tout simplement le contraire. Qu'est-ce que c'est que la vérité pour Hobbes? La vérité pour Hobbes, c'est quand le sujet d'une proposition est inclus dans la classe logique du prédicat. Je vais vous donner un exemple très simple, vous allez comprendre. Vous avez fait la théorie des ensembles en maths? Rapidement. Ok, bon. Qu'est-ce qui est plus grand? La classe logique des êtres humains ou la classe logique des Grecs? Il y a plus d'êtres humains ou il y a plus de Grecs? Il y a plus d'êtres humains. Donc vous avez compris la notion d'extension des classes logiques. Plus il y a d'individus au sein d'une classe, plus cette classe est grande. Si, les Grecs font partie des êtres humains, c'est pour ça qu'il y a plus d'êtres humains qu'il y a de Grecs. Voilà. Parmi les êtres humains, il n'y a pas que des Grecs, il y a des Français, il y a des Allemands, il y a toutes sortes d'êtres humains, justement. Et tous les êtres humains, les Grecs sont une partie des êtres humains. Prenons deux phrases. Les Grecs sont des êtres humains, les êtres humains sont les Grecs. Il y en a une qui est vraie, l'autre qui est fausse. La première est vraie, la deuxième est fausse. Pourquoi? Les Grecs sont des êtres humains. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si on prend le schéma avec des patates, si vous voulez, vous avez les êtres humains, et à l'intérieur des êtres humains,
vous avez un sous-groupe qui est les Grecs. Et ça, c'est vrai. Mais, si vous dites ça, si vous dites que ça, c'est faux. Okay. Et donc, ce que va dire Hobbes, c'est que la vérité, c'est l'inclusion du sujet dans un prédicat. C'est exactement le contraire de ce que disait Aristote. Aristote disait... Bah oui, on voit qu'Aristote, il a faux. Et le truc que je voulais vous montrer, c'est qu'Aristote, c'est un réaliste. Hobbes aussi est un réaliste. Mais ils ne vont pas avoir du tout la même théorie de la vérité. C'est-à-dire qu'ils vont considérer que ce qui existe réellement, ce sont des individus, ce sont des choses, mais ça ne va pas les empêcher de s'affronter. Ça ne va pas empêcher Hobbes d'attaquer Aristote sur sa théorie de la vérité. Autre point qui est fondamental à comprendre. À partir du moment où Aristote disait qu'il y avait une correspondance que la vérité c'était une correspondance entre la vérité et le réel, entre le langage et le réel, bah, vous comprenez bien que Hobbes ne va pas pouvoir dire ça. Hobbes ne va pas dire que la vérité, c'est la correspondance entre le réel et le langage. Qu'est-ce que c'est que la vérité pour Hobbes? C'est une propriété du langage, et seulement du langage. Je vais prendre un exemple. Est-ce que les dragons ont des ailes? Non, non. Est-ce que les dragons ont des ailes? Oui. Est-ce que la phrase « les dragons ont des ailes » est une phrase qui est vraie? On s'en fout en fait. C'est une phrase qui est vraie. Et pourtant, on est d'accord que les dragons n'existent pas. Aristote, il serait très embêté pour dire que les dragons ont des ailes est une phrase qui est vraie. Parce que pour Aristote, les dragons n'existent pas. Donc cette phrase ne peut pas être vraie. Sauf que cette phrase est vraie. Cette phrase est vraie. Hobbes va dire un truc très simple. Pourquoi l'expression cercle carré est une expression qui est absurde? Vous êtes détendu là je sais pas, je me balade pas comme ça ni dans la rue ni dans la salle de cours. Je pense qu'il y aurait un petit scandale si je faisais ça. Non, vous voyez, moi je m'abstiens si vous voulez. Donc le faites pas. Pourquoi l'expression cercle carré est une expression absurde? C'est pas parce que les cercles carrés n'existent pas. C'est que le terme carré et le terme cercle s'excluent mutuellement. Si je dis que la somme des angles d'un triangle est égale à deux angles droits, ça reste vrai, même s'il n'y a pas un seul triangle dans la réalité. Même s'il n'y a pas un seul triangle dans le monde, la proposition selon laquelle la somme des angles d'un triangle est égale à deux angles droits, c'est une proposition qui est vraie. Et pourquoi c'est vrai? Parce que ça dépend du langage, ça ne dépend pas du monde. Vous comprenez? Si. Oui, non, mais ce que je veux dire, ce que Hobbes veut dire, c'est que quand bien même il n'y aurait pas de triangle dans la réalité, la phrase « la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés », ça resterait vrai. Pourquoi? Parce que c'est une propriété qui dépend du langage et exclusivement du langage, pas de l'existence ou de l'inexistence d'un triangle. C'est pas parce qu'un triangle existe, si vous voulez, que ça devient vrai. C'est parce que quand on sait ce que c'est qu'un triangle, quand on sait ce que c'est que 180 degrés, ça reste vrai qu'il existe un triangle ou pas. Alors,
Aristote va dire un truc qui semble totalement absurde à Hobbes. Il va dire que ce sont les propriétés du triangle qui causent le triangle, qui produisent le triangle. Il va dire ce sont les propriétés de Monsieur Dumont qui produisent Monsieur Dumont, qui font exister Monsieur Dumont. Bah, sauf que non. Hobbes va dire il n'y a pas de relation de causalité entre une chose et les propriétés d'une chose. Elles existent en même temps. Elles existent en même temps. Le triangle existe en même temps que ses propriétés. Ce n'est pas les propriétés qui sont avant et qui vont causer le triangle. Vous comprenez? Bah, est-ce que Hobbes a raison? Bah, je peux en parler un petit peu. Il y a des trucs sur lesquels, manifestement, euh, il est évident qu'on est nominaliste. Par exemple, pour reprendre les couleurs, les catégories de couleurs, on n'a aucune raison de penser qu'il existe quelque chose comme le bleu en soi, qu'il existe quelque chose comme le blanc en soi. Je ne sais pas si vous avez parlé euh, de la couleur blanche chez les Inuits, donc chez ces Amérindiens du nord de l'Amérique qui vivent au Canada aujourd'hui. Ils ont, je crois, une centaine de mots pour parler du blanc. Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Parce que ils vivent sur la banquise et c'est un petit peu 50 nuances de blanc, si vous voulez. Ils ont besoin de savoir quelle est la différence, pour éprouver la solidité de la glace notamment, quelle est la différence entre telle ou telle teinte de blanc. Ça prouve bien que le blanc en soi n'existe pas et que dans d'autres cultures, dans d'autres langues du coup, on ne va pas percevoir ce qui nous semble une catégorie totalement unique et homogène de la même manière que nous. Euh, C'était Sam. Euh, mais par exemple, prenons la catégorie d'humanité. Est-ce que c'est parce qu'il y a des êtres humains qu'il y a une humanité? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose comme l'espèce humaine qu'il y a des êtres humains? Autrement dit, entre l'individu et l'espèce, qu'est-ce qui est premier sur le plan du réel? Bah ouais. Et là, on est idéaliste. Et là, on est idéaliste. On est obligé en biologie de raisonner en termes d'espèces et pas d'individus. Si vous voulez, c'est pas parce que il y a des individus humains euh, que l'espèce va être dotée de propriétés qui vont lui être consubstantielles. C'est plutôt parce qu'il y a une espèce dotée de propriétés consubstantielles que tous les individus vont avoir ces propriétés. Vous comprenez? Et donc, sur ce point-là, on est obligé d'être idéaliste. Alors, le truc qui est intéressant, c'est que Aristote, il est ni totalement nominaliste, ni totalement idéaliste. Il va dire, oui, les substances individuelles, c'est ce qui existe concrètement, mais les espèces, c'est-à-dire les genres, ce qu'il appelle les genres, ce que nous appelons les espèces vivantes, les genres existent, c'est-à-dire que l'animal, c'est quelque chose qui existe. Le végétal, c'est quelque chose qui existe. L'humanité, c'est quelque chose qui existe, etc. etc. Alors, euh, la vraie question qui va se poser à partir de là, c'est de savoir si, et ça, certaines copies en ont parlé, si chaque langue ne va pas porter une certaine conception de la réalité. Autrement dit, et ça, il faut noter, est-ce que la différence des langues, nous donne à penser des réalités différentes? Pour le dire encore plus simplement, est-ce que le réel est le même si je suis chinois ou si je suis français? Exactement. Alors,
Je voudrais vous parler rapidement. Je voudrais vous parler rapidement d'un texte d'un auteur qui s'appelle Willard Quine, qui est américain, et qui a écrit un texte qui s'appelle Relativité de l'ontologie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos représentations du monde sont relatives à une langue, dépendent d'une langue. Et ce que va dire Quine, zut, la suite au prochain épisode.